Hey hey, salut la communauté de coups critiques. Félix-Antoine ici aux commandes de discuter entre les dés et commandes partagées ce soir avec Marika qui se joint à nous. On a un gros sujet pour vous ce soir qui nous anime. On n'est pas des experts sur la notion, mais on triple là-dessus. On aime ça le vivre et le mettre en vie. On parle de pièges et de puzzles. Mais avant de tomber dans un piège ou bien de se lancer dans la résolution d'une grande énigme, la première question la plus simple, comment vas-tu, Marika? Je vais très bien, merci. Toi-même? Ouais, ça va un peu cerné. Il y a un gros déménagement ces temps-ci. Fait Mhm. que j'espère à chaque fois que j'ouvre une porte de ma nouvelle maison que j'ai pas comme une énigme à résoudre. Quoique ça serait quand même cool de trouver comme des glyphes et autres. Ce soir, on parle de pièges et de puzzles, initiative qu'on a lancée dans nos outils de discussion internes, parce que ben, c'est quelque chose que nous, on aime vivre, mais c'est aussi quelque chose, je pense, qui est difficile, quoique facile, à mettre en place dans une partie. C'est-à-dire que pour l'avoir vécu, vous connaissez la mise en situation, vous marchez dans le corridor sombre d'une catacombe que vous explorez avec vos collègues aventuriers, et soudainement, une des pierres sur lesquelles vous mettez votre pied s'enfonce. Une centaine de fléchettes revolent sur votre petit voleur, le percutant de plein fouet, et 8700 dégâts lui sont infligés. Bon, évidemment, c'est caricaturé, mais c'est souvent le piège classique que l'on peut voir, ou bien les pièges classiques du style Indiana Jones. Moi, ce que je voulais amener comme subtilité, puis ce qui méritait peut-être d'en discuter aujourd'hui, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, c'est justement, tu sais, ces pièges-là sont faciles, je pense, à mettre en place, mais sont aussi faciles à récupérer pour les joueurs. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de comme encaisser un piège, puis 5 minutes après, c'est comme si ça avait jamais eu lieu. Oui, effectivement. Donc, sur le coup, ça peut faire très mal physiquement à ton personnage, mais c'est à peu près les seules traces que ça va laisser, là. Donc, ça, c'est toujours un petit peu dommage. Je préfère justement le genre de piège qui va demander à ce qu'en équipe, on tente de les désamorcer. Là, moi, j'aime bien le piège qui demande à ce que de façon coopérative, on doit réfléchir. Mais ces petits pièges, justement-là, qui déclenchent d'une pierre ou d'un pied quelque chose, souvent, c'est court, c'est éphémère. Ouais. Et comme tu le dis, on l'oublie rapidement. Exact, parce que tu sais, dans le fond, si on prend un exemple d'un jeu bon classique qui est souvent joué sur notre chaîne, Donjon Dragon 5e édition, ben tu sais, vos joueurs encaissent un jet de flamme ou les fléchettes empoisonnées, ça leur fait X dégâts. Ben, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui puisse les guérir à l'intérieur de leur équipe, ou bien qu'ils puissent prendre un repos pour rouler des dés. C'est sûr qu'ils vont dépenser des ressources, mais c'est la notion qu'on voit souvent de comme une taxe de points de vie. Ça peut être cool à mettre en place, je trouve, dans un donjon parce que ben on peut comme représenter l'atmosphère, l'énergie dans un donjon. Tu t'en vas dans un volcan, je m'attends à ce qu'à un moment donné, tu fasses un jet de sauvegarde pour éviter de la lave, parce que sinon tu te brûles. Ben, c'est une certaine forme de piège, ou un éboulement ou quelque chose, tremblement de terre. Ce qu'on trouvait cool à discuter aussi par rapport aux pièges, ben c'est aussi la notion que tu viens de l'apporter de piège puzzle, tu sais. Puis on a mixé les deux dans le thème aujourd'hui parce que, à mon avis, ils sont intrinsèquement reliés. Un bon piège puzzle là, qui est très fort dans l'imaginaire collectif, c'est quand les personnages des protagonistes dans Star Wars tombent à l'intérieur d'une espèce de gros tuyau, dans un gros truc d'égout, il y a un monstre à l'intérieur du bassin, puis soudainement, les murs se referment sur eux. Piège puzzle parce que ben il y a des dégâts qui peuvent être infligés à force que tu es à l'intérieur du bassin, tu te fais attaquer par la bébite, mais aussi puzzle parce qu'on doit rapidement comme résoudre l'énigme qui nous permet justement de ne pas encaisser ces points de dégâts. Je sais pas si tu as déjà vécu ce type de situation, si toi-même en tant que DM tu l'as mis en place. Oui, c'est ça. Moi, je suis plutôt le genre de DM qui aime ça jouer avec la gestion du temps, question de bien faire stresser les joueurs. Donc, dès que je sortais le sablier, là, il y avait déjà une angoisse qui se créait autour de la Ouais. table, juste l'objet en soi. Donc, ça, j'aime bien justement quand ils ont un temps pour faire les choses. Puis, je pense pour faire un petit lien avec Obélien, là, si je peux me permettre, Ben oui. moi, j'avais jamais vu l'idée d'un combat avec les chronomètres. Là, Ouais, les que vous avez un compteurs, certain... exact. Oui, exact. Ça, c'est vraiment très cool. Très Ça cool, permet ouais. de donner un autre rythme à la bataille, puis de ne pas juste faire des actions où on frappe, l'ennemi frappe, mais de tenter
durant ce combat-là, qui se veut un moment de stress, de réfléchir aussi. Exact. Donc, ça stresse parce que tu dois jouer sur les deux tableaux qui seront souvent à l'opposé dans un combat. Donc, ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, il y a justement la question de la gestion du temps. Tu sais. Ben oui, tout à fait. Puis Pépé l'utilise justement en les plaçant sur le côté de la carte, puis permet d'avoir ces décomptes-là. Vous irez voir différents épisodes, on pourra l'en mettre dans la description. Mais à chaque tour de combat d'initiative ou à chaque fois qu'une situation X se produit, ben le dé, en fait, qu'on peut tourner se réduit. Puis à 0, ben, il se produit quelque chose et les joueurs peuvent utiliser une action pour investiguer qu'est-ce qui se produit sur place. Je l'ai déjà mis en utilisation aussi dans une partie en les plaçant sur une carte. Là, ce qu'on utilise comme carte sur Obélien, c'est des zones de combat, un peu plus dans l'esprit puis l'imaginaire, mais on peut aussi le placer sur une carte. Fait qu'on pourrait s'imaginer, pour revenir à Star Wars, qu'on place un dé sur une des parois, puis qu'il va se rapprocher, puis à un moment donné, ben, ça fait... Il n'y a plus de 5, 6, 7, 8 fils. Je voulais aussi citer quelque chose par rapport au puzzle. On vient de parler que la combinaison d'un piège et d'un puzzle permet de transformer ces situations-là en faire, tu l'as nommé comme un combat, une situation à régler. Ce que je trouve très cool que j'ai vu dans une série que je vous invite à aller regarder, Relics and Rarities, Reliques et Raretés, qui est disponible sur la chaîne Geek and Sundry sur YouTube, animée par la très connue Deborah Ann Wool. Donc, c'est très différent. C'est du Donjon Dragon 5e édition. Mais ce qui est très cool, c'est qu'elle a une façon très différente d'animer la game. Avant de se rendre à la pièce où ils vont, les joueurs vont jouer toute la soirée. Ils doivent se prendre comme un objet dans le bazar que leur joueur a acquis qui devient un objet magique. Fait que tu vois que déjà, mais comme la table sur le lieu va avoir une influence sur votre partie, quand les joueurs arrivent à l'intérieur de la salle de jeu, ben, ça a été décoré, il y a de l'ambiance et tout. Mais on va mettre le point dans la description. Il y a un moment où les joueurs et leurs personnages rencontrent un puzzle et elle fait apparaître le 10 puzzle sur la table, qui est un truc que les joueurs doivent tourner eux-mêmes. Puis ce que je trouve magnifique de cette utilisation-là d'un véritable item à résoudre, oui, c'est beaucoup de job, mais ça fait que ton personnage, même s'il y a plus 7 en investigation, c'est toi, Marika, assis autour de la table, qui doit comme patenter le truc. Moi, j'avais jamais vécu ça. Je sais pas si toi, tu as déjà utilisé ou vécu ça. Ben oui, mais pas tant. Tu sais, mettons, c'était plus, j'écrivais un message avec des vraies runes, puis là, je donnais le message sur un parchemin aux joueurs, et là, ils devaient se pencher sur le parchemin et tenter, avec leur propre connaissance de joueurs des runes, de découvrir ça. Puis ensuite, bon, si je voyais qu'il y avait un peu trop de difficultés, ils pouvaient brasser des dés. Mais moi, j'aime toujours, quand je donne un puzzle, d'abord utilise ton intelligence de joueur. Exact. Et parfois, c'est un peu difficile aussi parce que ça peut être un couteau à double tranchant dans le sens où, des fois, ton personnage est moins intelligent que toi. Fait que là, c'est comme, hey, est-ce que je joue avec mon intelligence de Marika ou avec mon intelligence de barbare qui est comme pas très fort? Parce que tu le sais, mettons, en tant que joueur, ce serait quoi? Fait que là, tu sais, ça peut être difficile à vivre une certaine ambivalence par rapport à ça. Là. Puis cool. Je sais qu'on starte ça, là, notre maître de jeu a acheté, j'ai oublié le nom du truc, je suis vraiment désolée, mais c'est un petit objet avec des lettres là, que tu dois tourner chaque lettre. Un codex? Oui, je pense que c'est ça. Et il y a un mot que tu dois trouver et quand tu l'ouvres, il y a quelque chose à l'intérieur. Nice. On n'a pas pu rejouer en présentiel depuis, mais éventuellement, quand on sera en présentiel, il veut vraiment mettre ça en scène, justement, le fait qu'on puisse le toucher, qu'on puisse vraiment, en tant que joueur, vivre l'immersion d'avoir l'objet dans nos mains. Là, exact. Ben, puis tu utilises, je pense, le terme clé qui permet de faire le passage vers ce dont on voulait discuter aussi, c'est l'immersion, parce que en sortant le jeu de l'univers des personnages et en le ramenant au niveau des joueurs, déjà là, ça rajoute un élément de pression. Puis une façon aussi, sans nécessairement amener un prop, si tu le mentionnais tantôt, c'est de prendre des dés, un sablier, de ramener un élément de la réalité qui va venir influencer au final ce qui se passe à l'intérieur de la partie. Ça fait que les situations sont beaucoup plus que juste une taxe de points de vie. On se lance une question, c'est comme très très large, mais j'aimerais ça que tu me défiles comme 4-5 points, 2, 3, 19 si ça te tente, qui sont selon toi les éléments clés qui font d'un piège un bon piège. OK. Ben, en partant d'expérience personnelle, je pense vraiment que un piège ou un puzzle, moi, je suis plus du côté du puzzle, même si les deux sont un peu interreliés. J'aime que le puzzle soit divisé en quelques segments
Ok, et cool. que chaque segment soit dédié à un joueur. Oh, Donc, par exemple, ben, je ne sais pas, il y en a un que c'est un magicien, ben, il va avoir une partie du segment que ça va être vraiment la magie, la solution. Donc là, ça va permettre au personnage d'avoir son moment de gloire. ben Donc, oui, j'aime ça, donner leur petit moment de gloire à chacun des personnages. En magnifique. contrepartie, j'aime ça quand ils doivent sacrifier quelque chose de très personnel Ouais, si ouais, ouais. jamais ils ne réussissent pas ou pour réussir. Donc ça, j'aime bien ça. Et Ah, j'aime les ok. puzzles qui sont changeants. Par exemple, lorsque les joueurs font une erreur, ben là, ils vont perdre quelque chose, ils vont perdre un indice où, par exemple, la pièce va bouger. Là, j'ai déjà Ouais, fait ça, ouais, ils ouais, venaient ouais, ouais. ouvrir des portes. Puis là, s'ils ouvraient la mauvaise porte, mais là, ils venaient toutes de perdre parce que la pièce tournait sur elle-même. Donc là, ils ne Ça, c'est savaient plus magnifique. était où la porte. Donc, j'aime ce genre de truc-là et ça participe justement à l'angoisse parce que là, ils pensent qu'ils ont avancé, ils font 2 pas en avant, puis là, oh non, Ah non. finalement, 3 pas en arrière. Donc, ils n'ont pas le droit à l'erreur, même s'ils doivent prendre des risques. Ils n'ont pas le Ben oui. choix. Donc, je dirais que Ah, ce serait pas mal ça mes points forts d'un excellent puzzle point. piège. Excellent point. Puis tu sais, j'aime la notion que sur le plan très imagé, là, tu transformes justement en brisant ton piège ou ton puzzle, ton scénario ton encounter. Je n'ai pas trouvé d'équivalent. Me voyez-vous tourner autour du pot? Euh, mais tu l'as transformé dans une espèce de labyrinthe, tu sais, en le coupant en Mhm, étapes. Qui fait que maintenant, c'est facile d'un peu faire perdre la raison à tes joueurs parce que si tu leur dis pas combien il y a de dites étapes au piège, mhm. là, on est-tu dans la bonne direction? On tourne-tu en rond? Puis si à chaque fois on doit sacrifier des choses, tu sais, ça te fait une espèce de mini dungeon crawl, dans le fond, à Ouais. l'intérieur de ton piège puzzle. Cool. J'en avais noté quelques-uns, un point que je trouve cool, Mhm, spécifiquement par rapport au piège. Moi, une chose que je trouve super importante pour qu'un piège soit un bon piège, c'est qu'il puisse être détecté, en fait, qu'il mhm. puisse être évité, et qui aussi, qui des fois est plus difficile, être réutilisé contre l'ennemi. Ça, c'est Euh, très cool. ouais, de pouvoir J'aimais le bien cette prendre, idée-là. le fermer, reprendre cette fameuse comme trappe à loup, tu sais, qui puis là nécessite plusieurs jets au final là, qui sont de plus en plus coûteux. Mais qu'on puisse après ça reprendre l'objet, le transporter ou dévier un piège puis le réutiliser, le fameux comme boulet qui tombe sur vous que finalement ben tu déclenches à distance puis qui tombe sur l'ennemi. J'adore ça. Puis pour la notion de détecter et d'être évité, c'est que si tu présentes un piège à tes joueurs, que c'est sûr qu'ils tombent dedans, ben au final c'est une taxe là. Il Ouais. y a rien. Moi, j'aime aussi les pièges qui causent des dégâts et des conséquences qui sont violentes et durables. Un exemple de ressource que vous pouvez aller regarder, qui est un peu déjanté, même à l'époque quand c'est paru, ça a un peu plus de vécu, d'expérience. C'est le Grim Tooth Traps, un recueil de traps qui ont été publiés il y a de cela à peu près une trentaine, quarantaine d'années, et qui sont très old school dans leur approche parce que ça a été réédité par la suite pour pouvoir comme être super violent. L'exemple, c'est un piège de talon d'Achille, la fameuse roche là, qui s'enfonce la Mhm. pierre quand tu marches dedans. Là. Ben, elle déclenche pas des fléchettes. Là. Il y a une lame qui coupe le pied de ton joueur. Là. S'il échoue, il n'y a plus de pied. Comme, wow! C'est pas une taxe de points de vie, ça. Là. Tu peux pas healer ça avec Healing Word. Là. Ça se fait pas. Là. Ça se guérit pas, cette patente-là. Tu comprends? Ça, moi, je trouve ça super violent. T'sais. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas obligé d'aller toujours dans des trucs aussi intenses, là, mais je pense que c'est bon de comme mettre des pièges qui peuvent être mortels ou sinon qui ont des conséquences durables. Tu le disais, sacrifier un objet ou un truc qui est super personnel. Autant pour les pièges que pour les puzzles, une chose que je trouve importante aussi, c'est d'être en symbiose avec le créateur et son environnement. Mhm. Les pièges et les puzzles dans votre donjon, dans vos aventures, permettent d'avoir soit un indice, de sniffer un peu, ah, ça c'est telle créature qu'on va rencontrer plus tard, tu sais, comme il y a des glyphes de nécromancie, puis on n'est pas dans un lieu nécromantique, ben tu sais, il y a probablement un nécromancien plus tard. Je vous le souhaite, parce que sinon, des fois, on lance nos joueurs sur des fausses pistes, ils sont comme, ah, il y avait du feu partout, on va sûrement se battre contre du feu, puis t'es comme, ah non, tu sais, j'ai pas pensé, c'était juste des explosifs, puis c'est vrai, dans le fond, il n'y a pas personne qui a des explosifs dans les ennemis, là. Le fameux, comme je trouve des rubis et une grosse hache quand je me bats contre un squelette à main nue, là, du concept Mhm. des jeux vidéo qui est comme désaccordé. Fait que, tu sais, je trouve ça super important de l'ancrer. Puis finalement, je vous inviterai peut-être, si ce n'est pas déjà fait, à aller consulter une autre capsule qu'on a fait sur la chaîne Discutante les dés. J'étais en solo, en fait, sur cet épisode-là, pour échouer, la notion d'échouer, puis Mhm. d'échouer vers l'avant. Donc, les pièges et les puzzles doivent vous permettre et permettre à vos joueurs d'échouer vers l'avant très rapidement. C'est-à-dire que si un joueur échoue son jet pour débarrer la dite porte,
oui, il peut être attaqué, mais ensuite de ça, il peut pas juste réessayer son jet, puis réessayer son jet, même s'il échoue, il échoue, il échoue. Faut qu'il y ait des gardes qui arrivent ou que la porte s'ouvre, mais que lui, sa main, il y a une malédiction, un truc du genre, pour faire progresser l'histoire. L'échec contribue, fait pas juste comme bloquer la narrative. Voilà mes bullet points. C'était Bien chargé, joué. mais c'était ce que j'avais noté. Ça paraît que ça me fait triper, ce genre de patente. Marika, tu as parlé beaucoup que ce qui te fait triper, c'était sur les puzzles. Si tu voulais, pour terminer cet entretien ce soir, envoyer peut-être vers des ressources, des exemples, citer une anecdote que tu trouves cool. Mettons qu'on veut donner quelque chose aux gens qui nous écoutent en ce moment, un puzzle ou un piège qui t'inspire. Déjà, je trouvais ça cool quand tu disais que l'échec, ça nous permet, il faut jouer sur l'échec, puis il faut que ça participe à la narrative, puis que ça Ouais. permette de continuer l'histoire. Ce qui peut être bien aussi pour éviter que justement nos joueurs fassent juste échouer et échouer, c'est de créer peut-être des pièges ou des puzzles qui vont justement aller avec leur force. Qu'on le sait qu'ils ont des Ouais. outils pour réussir ça. Et c'est un peu en fonction de ça, justement, que je fais les segments pour chaque joueur, que chaque joueur puisse avoir son moment. Puis à un moment donné, j'avais fait une game où c'était une première game de campagne et c'était une initiation. Donc, les joueurs devaient prouver qu'ils avaient leur place parmi le cercle du chaos. C'était une game de méchants. Et ils montaient une tour et chaque étage était une étape de l'initiation. Et rendu en haut, là, les joueurs étaient fatigués, ça faisait longtemps qu'on jouait, ils avaient vécu des choses difficiles. Et rendu en haut, ils devaient tous affronter leur némésis personnel. Donc, quand ils avaient fait leur fiche, ils devaient me nommer dans leur background. Et au final, une fois qu'ils avaient achevé leur némésis, celui-ci changeait de forme et représentait la personne qu'ils aimaient le plus. Donc, ils avaient tué finalement comme l'amour de leur vie ou leur sœur. Et là, à la fin, tout le monde était tellement désemparé. Puis là, il y en avait même qui pleuraient. Puis j'étais comme, bienvenue dans une partie de mauvais joueurs. Donc, moi, j'aime bien cette twist-là d'utiliser aussi comme, même si c'est cruel un peu, mais parfois, on s'amuse à faire ça en tant que DM, d'utiliser la fatigue du joueur. Là, il est à la fin, il est épuisé, son personnage est censé être épuisé, puis tu lui mets une bombe à la fin du puzzle. Vraiment, une bombe il pouvait le savoir d'une certaine façon. Il pouvait faire des jets. Personne n'avait réussi à le percevoir, donc tout le monde a eu la surprise à la fin. Fait que je pense que de finir le puzzle avec une grosse surprise, même si au fond, ils ont eu la récompense, ils ont fait partie du cercle par la suite, mais ça demandait un sacrifice ultime. Donc, ça serait mon exemple, je crois. Wow, très cool. Puis plusieurs notions que tu as partagées ce soir qu'on peut retrouver dans cet exemple-là. Je trouve ça cool de voir le parallèle entre les deux. Puis je pense qu'on en revient sur le point initial dont on discutait au tout début, la combinaison entre le puzzle et le piège, puis entre le joueur et son personnage, de faire vivre ça à différents paliers, de différentes façons. En rafale, j'ai découvert récemment que dans le livre de Donjons Dragons 5e édition, à la toute fin du manuel de Tasha's Cauldron of Everything, le chaudron de tout pis tout de Tasha, traduction libre, il y a une série d'énigmes et de puzzles que vous pouvez utiliser. Donc, très cool aussi. J'imagine qu'il y en a plusieurs aussi. J'ai pas terminé de lire, mais dans Candlekeep Mysteries. Donc, un autre très orienté sur le mystère. Je vous invite à acheter un coup d'œil aussi si ça vous tente. C'est disponible sur le web en PDF pour en échange de quelques dollars. Grim Tooth Straps, il y a 2 volumes de disponibles si vous voulez des pièges qui sont vraiment très violents. Puis ça vaut vraiment la peine de voir l'exemple qui est utilisé à 35 minutes dans l'épisode The Haunting of Bentham Manor, mettant en vedette Matthew Lillard et compagnie sous la gouverne de Deborah Ann Wool de Relics and Rarities. Voilà, tous ces liens-là sont dans la description. Tendez des pièges, concevez des puzzles complexes, puis entre-temps, glissez votre souris vers s'abonner à la page, puis donnez un plus sur la vidéo. Merci Marika d'avoir été avec moi ce soir, d'avoir été avec nos auditeurs, de nous avoir livré ton savoir. Merci à toi. Et en espérant qu'au terme de cet entretien, on ne tombe pas nous-mêmes dans un piège. À très bientôt. On souhaite. Ciao.